Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde. Donc nous allons parler ce soir du solaire thermique et de ses utilisations dans le cadre de nos activités de bâtiment, de construction ou de rénovation. Je commencerai par effectivement la palissade. L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas et celle que l'on ne paye pas. L'énergie solaire est inépuisable et gratuite. Les derniers événements et les dernières augmentations de l'énergie et notamment la prochaine augmentation de 6% de l'électricité. C'est très bien, je trouve, hein, comme... Attends, je vais couper le Oui, micro parce que quelqu'un a le micro ouvert en même temps. Voilà, si vous pouvez. Voilà. voilà. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Je te laisse reprendre. Oui. Voilà. Donc, je disais oui que les augmentations incessantes de l'énergie depuis plus d'une dizaine d'années, notamment l'augmentation de 6% que l'on va avoir sur l'EDF, devraient inciter tout le monde à consommer moins d'énergie. Et l'énergie solaire fait partie des énergies renouvelables qui sont accessibles par tout le monde, partout, n'importe où en France, avec des rendements qui sont effectivement différents, on va le voir après, mais tout le monde peut profiter de l'énergie solaire. La plupart des énergies renouvelables que l'on peut retrouver sur le marché aujourd'hui, que ce soit donc le solaire, l'éolien, l'hydraulique, sont des énergies qui sont mises en avant par le gouvernement, par les différentes associations, mais pour autant, le choix de mettre et d'installer des énergies renouvelables est un choix qui incombe à chacun d'entre nous et à chacun d'entre vous. Nous sommes là pour porter la bonne parole et inciter les gens pour qui nous travaillons dans des projets, que ce soit des projets individuels, de construction, de rénovation, des projets de collectifs, des projets de bâtiments tertiaires, à faire le meilleur choix. Bien évidemment, le solaire thermique, qui est tout à fait différent du solaire photovoltaïque. On a malheureusement aujourd'hui, souvent, on rassemble le solaire sous l'entité photovoltaïque et on ne parle pas du solaire thermique. La différence fondamentale entre le thermique et le photovoltaïque, c'est qu'effectivement, le solaire thermique produit de la chaleur, alors que le solaire photovoltaïque va venir produire, lui, de l'électricité. Le rendement d'un panneau photovoltaïque est environ 4 fois inférieur à un rendement d'un panneau solaire thermique. Donc vous pourriez me dire, mais pourquoi alors nous installons du solaire photovoltaïque au lieu du solaire thermique? D'une part parce que la médiatisation de la production propre de l'électricité est un discours qui sonne plus favorablement à l'oreille de chacun des éventuels acquéreurs. D'autre part, de grandes entités comme EDF, GDF poussent au solaire photovoltaïque et le lobbying incessant de ces différentes entreprises fait que aujourd'hui, dans l'esprit déjà, le solaire est souvent résumé au solaire photovoltaïque. Heureusement, le solaire thermique qui est un produit qui existe depuis très longtemps et qui, dans de nombreux pays européens, est utilisé dans la plupart, voire toutes les constructions, voire dans certains pays, même des obligations de solaire thermique, comme cela pourrait être le cas avec la nouvelle RE 2020 qui devrait pointer et arriver à partir de janvier 2021. Pour autant, dans l'immédiat, je vais essayer de vous présenter les différents aspects du solaire thermique, ce que l'on peut en faire et quels sont vraiment les éléments différenciants avec les autres énergies renouvelables. Donc, ce solaire thermique, c'est un produit comme toutes les énergies renouvelables qui a le moins d'impact sur la nature et qui est pour les hommes, qui est décentralisé. Et l'énergie solaire peut être utilisée dans de nombreuses applications, notamment bien évidemment la production d'eau chaude sanitaire, le chauffage des habitations, le chauffage des piscines, dans le cadre professionnel, le séchage solaire agricole, la cuisson solaire des éléments, la production d'électricité pour des sites isolés.
J'ai bien dit électricité, puisqu'on peut faire avec du panneau solaire thermique, on peut faire tourner des turbines qui vont faire produire de l'électricité. Le rayonnement solaire que l'on a et que l'on utilise partout en France peut être converti en chaleur avec des capteurs solaires thermiques, en électricité avec des modules photovoltaïques et au travers du biomasse avec la photosynthèse. Pour vous donner une idée de ce que peut produire l'énergie que l'on reçoit du soleil, vous avez donc ce carré ici qui représente l'ensoleillement annuel incident sur la Terre. Vous avez à gauche les différentes réserves mondiales estimées en énergie fossile. Donc on voit l'uranium, le charbon, le gaz, le pétrole. Alors le débat n'est pas de savoir si du pétrole on en a pour 40 ans, 50 ans ou 45 ans ou 55 ans. Ce sont des énergies fossiles, ce sont des énergies qui ne sont pas renouvelables et qui ont une pollution forte. On voit le grand carré jaune qui est l'ensoleillement annuel incident sur la Terre, et le petit carré en bas à droite, c'est la consommation énergétique mondiale. Donc on voit bien que cette production d'ensoleillement, elle est immense, eu égard à la consommation que l'on peut avoir. Sur la partie gauche, vous voyez qu'il y a marqué donc, de 8 000 à 10 000 fois la consommation énergétique de l'homme, espérance de vie environ 5 milliards d'années. Si c'est 4 milliards et demi, vous ne m'en voudrez pas. Ça laisse quand même envisager des horizons lointains et une énergie qui est à profusion, qui plus est gratuite. Comment arrive cette énergie sur notre sol? Donc on parle de rayonnement solaire. Ce rayonnement solaire, il arrive de manière différente selon qu'il soit direct, ça veut dire directement capté par des éléments de captage comme les capteurs solaires par exemple, qui sont photovoltaïques ou thermiques, absorbé quand on peut avoir par exemple des nuages ou des éléments qui vont venir éviter d'avoir une diffusion directe, et ensuite indirect quand ils vont être passés par cette zone donc tampon et être redirigés vers le capteur qui est en bleu dessiné ici. En fonction de la variation de l'irradiation, on a des taux de production qui sont variables, mais on n'a jamais zéro de production. Contrairement à ce que l'on pense, vous voyez, quand on a un plein soleil, on est sur environ une moyenne de 8250 Wh mètre carré par jour. Quand on a vraiment des nuages qui viennent obscurcir la production solaire, on est à 1750, et quand on a un ciel un petit peu nuageux, on est quand même à 2400. Ce qui veut dire qu'on a, quoi qu'il en soit, toujours de la production solaire. C'est pas juste des documents et des courbes qui apparaissent sur un graphe. Nous testons in situ en cas réel de nombreuses situations solaires avec des capteurs qui sont à l'est, au sud, à l'ouest, avec des mesures de température, et tout au long de l'année, le ballon chauffe, sauf si vraiment on a un soleil, on n'a pas une semaine de soleil et c'est un plafond très très bas et autres, mais autrement nous avons quasiment toute l'année de la production de chaleur solaire. On peut voir sur cette carte les différents taux d'ensoleillement selon la France. On peut malgré tout s'apercevoir que, par exemple, si on prend Toulouse, donc qui est à Midi-Pyrénées, on voit que l'ensoleillement est environ aux alentours de 2000 heures, et on voit que l'ensoleillement le moins bon, qui est dans le nord de la France et dans quelques zones, est à 1750 heures. Ça veut dire qu'il y a peu d'écart. Contrairement aux idées préconçues, on peut mettre du solaire thermique partout. D'ailleurs, les régions d'Alsace, de Franche-Comté et le bord, tous les pays limitrophes de la Suisse, du Luxembourg et autres sont des secteurs où il y a énormément de solaire thermique, qui est utilisé pour faire de l'eau chaude sanitaire ou du chauffage. En Suisse, ce sont des régions pourtant qui ne sont pas forcément plus ensoleillées, voire moins ensoleillées qu'ici. Et là-bas, l'essentiel des maisons sont équipées avec du solaire thermique. On va d'abord parler donc du chauffe-eau solaire
dont les abréviations, notamment pour les crédits d'impôt, sont CESI, CESI, c'est chauffe-eau solaire individuel. Ça correspond à ce que vous pouvez voir quand vous avez des aides financières que j'aborderai un petit peu plus loin dans la présentation. Donc, comment marche un chauffe-eau solaire thermique? On a des capteurs qui sont des éléments donc, de captation que l'on va mettre en différents endroits. Un circuit d'échange. Ah, pourquoi j'ai... Voilà. Un circuit d'échange et un ballon d'eau chaude dans lequel on vient stocker la chaleur qui a été récupérée au travers des capteurs. On peut assurer sans aucun problème, alors de 40 à 80%. 40%, c'est vraiment le cas le plus défavorable avec une mauvaise orientation. Dans le cas le plus courant, il n'y a plus d'image. Il n'y a plus d'écran. Il n'y a plus d'écran. Ah. Ça, c'est embêtant. Votre visage, on le voit, mais on ne voit pas le reste. Ah, alors attendez, oui. Partagez votre écran. Partagez. Voilà. C'est mieux? Impeccable. Pardon. Donc, j'avais dû faire une mauvaise manipulation. Donc, oui, je disais que, en règle générale, par exemple, sur la région toulousaine, et on va dire même sur l'Occitanie de manière générale, mais pas forcément Occitanie, Montpellier, ou vraiment à côté de la côte, on va dire que sur des régions comme Toulouse et en remontant, Montauban et Cahors et autres, on arrive à avoir très facilement une couverture solaire pour la production d'eau chaude sanitaire entre 60 et 70%. Ce qui veut dire que 70% de votre consommation d'énergie pour produire de l'eau chaude sanitaire est gratuite. Elle est assurée par le système solaire. Donc ça laisse quand même des proportions qui sont très intéressantes et qui justifient et qui valorisent encore plus le solaire thermique. La superficie de ces capteurs que l'on va mettre donc sur les toits, en façade ou au sol sont calculés en fonction de l'orientation et en fonction de la superficie de ces capteurs. On va voir un petit peu plus tard quelles sont les règles générales pour dimensionner les différentes surfaces de capteurs. Là, vous avez un tableau récapitulatif des différents types de saisie, donc de chauffe-eau solaire individuels que l'on peut rencontrer sur le marché. Le chauffe-eau thermosiphon monobloc, qui est en haut à gauche, est généralement plutôt un chauffe-eau solaire que l'on va rencontrer dans les régions plutôt où il ne gèle jamais, donc typiquement tout ce qui est dom-tom, dans des pays comme la Grèce, l'Espagne, le sud de l'Espagne et autres. Ça veut dire que vous avez, on va le voir un petit peu plus tard, vous avez le capteur et le ballon qui ne font qu'une pièce et qui sont positionnés sur le toit. Alors, avantage, c'est des produits qui sont assez peu chers, mais bon, esthétiquement, vous avez un ballon sur la toiture et c'est un ballon qui ne supporte pas le gel. Si on est dans une région où il gèle, ben, le ballon va geler. Les trois autres éléments sont les éléments que l'on va rencontrer le plus souvent. Alors, le thermosiphon à éléments séparés, c'est le même principe que le thermosiphon monobloc, sauf que le ballon, lui, va être positionné dans un grenier ou autre. La spécificité, comme le thermosiphon monobloc, il faut que le ballon de stockage soit au-dessus des capteurs. Puisque, en fait, par thermosiphon, l'eau chaude monte et donc il faut que le ballon soit positionné au-dessus des capteurs. Le cas en bas à droite, qui s'appelle le chauffe-eau à circulation forcée, c'est ce qu'on appelle un circuit à pression. On va voir en détail un petit peu plus loin. C'est le cas le plus courant, celui qui est rencontré généralement, dans lequel on va avoir un ou des capteurs, un ballon qui peut être positionné plus bas, plus haut, au même niveau, éloigné, et on va avoir un circuit en pression. Ça veut dire que vous avez un fluide caloporteur qui va passer dans les capteurs et qui va venir au travers d'un échangeur, qui est la partie là, un zigzag que vous avez en bas du ballon, qui va venir restituer ses calories, qui va venir chauffer l'eau qui est dans le ballon. Et le quatrième type est le chauffe-eau auto-vidangeable. On va le voir en détail. Ça veut dire qu'on n'est pas en pression. L'intérêt de ce système, c'est de ne pas avoir de glycol, ça veut dire ce fluide caloporteur que l'on va avoir dans le cas de chauffe-eau à circulation forcée, qui est un fluide qui est plutôt polluant,
qui entraînent des dégradations du système. Quand on est sur un système auto-vidangeable, typiquement celui dont je vous parlerai tout à l'heure, est un système à l'eau, donc il ne nécessite pas d'entretien et qui n'a pas de risque, qui est le risque majeur quand on a le chauffe-eau. Et c'est d'ailleurs à ce sujet peut-être la mauvaise presse que tous ces incidents ont généré, qui font que le chauffe-eau solaire thermique a été pendant un temps délaissé. Dans les années 2010, il y a eu énormément d'aides, des crédits d'impôt qui étaient très importants. Donc, un peu n'importe qui est venu dans le domaine du chauffe-eau solaire thermique, on fait des installations un peu n'importe comment, et comme ces installations étaient mal dimensionnées, les gens avaient des capteurs qui surchauffaient l'été pendant les périodes d'absence, voire qui explosaient, voire qui gelaient en hiver. Dans le cas d'un auto-vidangeable ou de chauffe-eau à circulation forcée, ces problèmes ont été résolus maintenant. Donc, le chauffe-eau thermo-siphon monobloc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on voit bien donc le capteur, le ballon, la circulation de l'eau, et ensuite les calories viennent chauffer l'eau au travers de ce petit serpentin et ensuite repartent vers un départ d'eau chaude. Mais comme je vous l'ai expliqué, on en trouve parfois dans des résidences secondaires en bord de mer qui sont vidangées l'hiver, voire dans des campings, pareil, mais de manière générale, ce n'est pas approprié en France puisque quasiment partout, le risque de gel est existant. Le thermosiphon à éléments séparés, c'est le même principe. Donc, on doit avoir le ballon qui doit être plus haut que le capteur. Bon, là, on n'a pas de risque de gel puisqu'on a le ballon qui va être mis à l'abri, mais ça veut dire qu'il faut que le ballon soit vraiment positionné plus haut que le capteur, ce qui est souvent compliqué, sauf dans des cas de construction très spécifiques. Le chauffe-eau, donc, dit éléments séparés, c'est l'élément que l'on va trouver le plus souvent. On a un ou des capteurs. On a un circuit qui va venir alimenter le serpentin qui se trouve dans le ballon. Et ce serpentin va venir libérer ses calories pour venir chauffer l'eau. Donc, dans ce cas-là, l'eau chaude que l'on va avoir est dans le ballon. C'est la partie rouge et bleue. Bleu, pourquoi? Parce que l'eau qui arrive, donc EFS veut dire eau froide sanitaire. C'est-à-dire que l'eau froide arrive dans le bas, elle est réchauffée et l'eau chaude monte, c'est ce qu'on appelle la stratification. Et ensuite, cette eau chaude sanitaire part vers le réseau de distribution, douche, lavabo et autres. Donc, le ballon est rempli d'eau qui est chauffée. L'inconvénient de ces systèmes, c'est que les ballons du marché sont des ballons métalliques et donc il y a un risque de corrosion. Donc, il y a une anode à l'intérieur que l'on doit changer selon la dureté de l'eau entre 5 et 6 ans ou 7 ans. Et ensuite, dans le circuit, donc l'échange calorifique est fait par un fluide caloporteur type glycol et ce produit, comme il monte en température très importante, puisque dans les capteurs en été on peut avoir 150 ou 180 degrés, on va avoir ce fluide qui va monter en forte température, qui va se détériorer. Donc il y a un besoin tous les 2 ans généralement de faire une vérification du taux de glycol du circuit. Et ce glycol en chauffant vient aussi encrasser les liaisons solaires qui sont de petits diamètres, 12 ou 15 ou 16 mm ou 20 mm maximum. Et donc, il faut parfois remplacer ces liaisons. Donc, c'est un système qui est adapté à toutes les situations. Ça veut dire que même si on a les capteurs qui sont éloignés du ballon, on peut le positionner sans avoir de problème de pente ou autre. Mais c'est un problème qui nécessite un entretien régulier. Quand on est sur un ballon, ce qu'on appelle auto-vidangeable, donc là on voit 2 schémas différents. On a l'eau des capteurs, il n'y a pas notamment dans le cadre d'un produit auto-vidangeable sans glycol, on a l'eau des capteurs qui vient à l'intérieur du ballon. Et donc ça c'est l'eau froide en bleu et ça c'est l'eau chaude. Et donc comme l'eau vient ici à l'intérieur, il n'y a pas de risque comme son nom l'indique, c'est auto-vidangeable. Ça veut dire que en fonction des consignes données par la régulation interne du ballon, arrivé à une certaine température, quand il fait trop chaud, l'eau qui est dans les capteurs redescend ou dans la bouteille de récupération que vous pouvez voir ici, ou directement dans le ballon selon les modèles. Et donc, il n'y a plus d'eau dans les capteurs, donc il n'y a plus de risque de montée en température trop importante. Et pour l'hiver, pareil, quand la température est trop faible dans les capteurs,
l'eau redescend et vient dans le ballon. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de risque de gel ou de surchauffe. C'est pour ça qu'on appelle auto-vidangeable, parce qu'en fait, il s'auto-vidange en fonction des consignes qui vont être données par la régulation. Tous ces ballons, donc là, on est sur un ballon de stockage, vont pouvoir être accompagnés de ce qu'on appelle un appoint. Cet appoint, il peut être, on va le voir après, avec une résistance électrique, mais il peut être aussi avec un générateur type poêle bouilleur, type chaudière à bois, chaudière à granules. Donc, ça veut dire qu'on va venir ou faire passer le circuit d'eau chaude pour préchauffer l'eau qui va être stockée dans le générateur et ensuite partir vers le réseau d'eau chaude, ou carrément venir, on va le voir sur cette diapo, c'est la poigne ici que l'on voit là, qui vient au travers d'un échangeur complémentaire réchauffer le ballon. Ça veut dire que en période d'été, et on va dire que selon les endroits en France, entre 6 et 8 mois, c'est le solaire qui va venir suffire à produire l'eau chaude sanitaire. Et pendant les périodes où le solaire n'est pas suffisant, c'est le générateur d'appoint qui va venir amener le complément en température pour que l'eau soit à peu près amenée à 55 degrés quand on est en période hivernale ou en période un petit peu plus fraîche. Et ce sont ces générateurs d'appoint qui vont venir donc complémenter la température nécessaire au confort à l'intérieur de vos logements. Donc ça peut être aussi, vous voyez, une résistance électrique ici, qui est la solution la plus simple quand on n'a pas un générateur à côté, type chaudière, type pompe à chaleur ou poêle par exemple. Ça permet d'avoir, alors sur des calculs faits sur une maison avec une famille avec 4 personnes, avec des consommations d'eau normales, on va voir après ce que veut dire normal. Les calculs sont faits, alors avec les retours d'expérience plus les calculs, vous avez environ une consommation, tout compris, ça veut dire la consommation de la résistance électrique que vous avez ici, plus le circulateur que vous avez à l'intérieur en fait du ballon pour assurer le fonctionnement, qui correspond à peu près à 10 € par mois. En moyenne sur l'année, ça veut dire que sur un chauffe-eau solaire thermique, avec un seul capteur dans la région toulousaine, vous assurez l'eau chaude sanitaire pour 10 € par mois environ, selon les zones. Hein. Si on fait des comparaisons, quand on est sur un thermodynamique, on est entre 200 et 250 ou 300 €, ça dépend un peu des ballons thermodynamiques. Et sur un chauffe-eau type Cumulus, on est plutôt sur 350-400 €. Alors le chauffe-eau solaire thermodynamique, je vais juste en parler quelques minutes, c'est le produit qui a été mis en remplacement dans la RT 2012, puisque dans les constructions neuves, il y avait une obligation de faire de l'énergie renouvelable. Donc on vous propose de mettre du solaire thermique ou autre, et on vous propose de pouvoir mettre du thermodynamique. Ça veut dire que le thermodynamique, depuis que la RT 2012, ça veut dire le 1er janvier 2013 est arrivé, on a vu fleurir, tout le monde s'est mis à faire du thermodynamique. Le thermodynamique, c'est quoi? C'est une cuve d'un cumulus, donc une cuve métallique, avec une micro-pompe à chaleur qui est positionnée dessus. L'inconvénient, c'est que ça reste malgré tout une cuve métallique, donc avec un entretien, avec des problèmes de calcaire, des problèmes de corrosion. Et cette micro-pompe dessus, c'est une micro-pompe. Donc la durée de vie, elle est maximum de 10 ans. Alors les meilleurs qui coûtent assez cher, probablement iront un petit peu plus loin, mais sur le marché, les premiers thermodynamiques qui ont été implantés et posés il y a 7-8 ans, 9 ans, commencent à flamber. Donc si on ramène ça à la durée de vie, un solaire thermique, sans me tromper, de n'importe quelle marque, va durer, les capteurs vont durer 30 ans. Le ballon, si vous êtes sur des ballons dont l'entretien est fait, c'est 20 ans sans aucun problème. Si vous êtes sur des ballons auto-vidangeables, c'est 20-30 ans. Donc, si on devait faire une comparaison avec un thermodynamique, sur une durée de 20-30 ans, vous changeriez le thermodynamique au moins une fois, voire 2 fois. Donc, ce qui rend le solaire thermique, sur la durée, plutôt très intéressant. Là, vous avez un des cas que l'on retrouve le plus souvent, c'est quand le ballon solaire avec des capteurs vient en appoint d'une chaudière, alors gaz ou autre, mais souvent gaz. Ça veut dire que le ballon vient préchauffer l'eau et donc
de ce fait, la chaudière n'a plus qu'à fournir très peu d'énergie pour arriver à température. Et ça permet aussi d'avoir un générateur, si ce générateur chaudière faisait l'eau chaude sanitaire, ce générateur, mais pendant 3, 4, 5, 6 mois de l'année, vous pouvez l'arrêter, puisque le solaire va subvenir totalement aux besoins en eau chaude sanitaire, ce qui veut dire que ce générateur, mais comme vous le faites tourner un tiers de moins par année minimum, mais il va durer plus longtemps. Là, vous avez le schéma d'un auto-vidangeable tel que la société pour laquelle je travaille le propose. Ça veut dire que vous avez, on est sur un principe de stockage en eau technique, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'eau chaude sanitaire dans le ballon qui entraîne les problèmes de stagnation, des problèmes de calcaire ou autre, l'eau chaude est à travers le grand serpentin que vous voyez là tout le long du ballon, ce qui fait que l'eau ne stagne pas puisque c'est de l'eau en chauffage instantané et il n'y a pas de problème de calcaire ni de corrosion. Le principe du drainage gravitaire, c'est ce que je vous expliquais au préalable, c'est-à-dire qu'en fonction de la température, vous voyez, donc on a le soleil caché, on voit que la circulation se fait. Quand on est vraiment très très chaud, dès que le capteur est trop chaud, l'eau revient dans le capteur, dans le ballon, pardon, et la consigne donc, de la partie électronique du ballon fait que s'il n'y a pas de calories à aller chercher dans les capteurs, on le voit ici, typiquement la nuit, la circulation ne va pas se faire parce que si l'eau devait passer dans les capteurs, ça refroidirait l'eau du ballon. Donc on conserve l'eau à température la plus importante dans le ballon et le calcul intelligent fait qu'on n'a pas de déperdition la nuit ou quand il fait trop froid et aussi quand il fait trop chaud. Donc là, on voit en détail un ballon à accumulateur calissé donc, avec d'Héliofrance avec donc, une partie isolée, puisque la problématique des ballons de stockage d'eau chaude sanitaire, qu'ils soient cumulus, thermodynamiques ou autres, c'est que les cuves métalliques ne sont pas isolées ou très peu, et donc il y a de fortes déperditions. Pour preuve, quand vous avez une pièce où vous avez un cumulus, généralement, vous ne mettez pas le chauffage parce que la déperdition du ballon est telle que ça vous chauffe la pièce. Dans le cas présent, on a un ballon qui est en polypropylène et qui, avec une peau synthétique dans laquelle vous avez 8 cm de polyuréthane, ce qui assure en fait une perte thermique très très faible. Dans les composants importants d'un système solaire thermique, on va avoir la partie capteur. Ces capteurs sont les éléments donc vitrés qui viennent récupérer le soleil selon leur positionnement et selon l'endroit où il a été mis sur la maison. Donc, comment est fait un capteur? Un capteur, vous avez un coffre, ça veut dire que vous avez une partie cadre qui peut être fait en aluminium métallique généralement, dans lequel vous avez un isolant, ici, qui est en bas et sur les pourtours. On a au milieu ce qu'on appelle un absorbeur. Alors, un absorbeur, c'est quoi? C'est une plaque métallique qui est souvent de couleur très très sombre, qui va venir capter le rayonnement solaire. Et sur cet absorbeur sont soudés des tubes, très souvent en cuivre. Et donc le rayonnement, le captage par cette plaque très très sombre fait que par système d'infrarouge, on vient capter la chaleur et les rayonnements solaires. Et ces rayonnements solaires est transmis ensuite à ces tubes dans lesquels vient passer le circuit, le liquide caloporteur, qu'il soit de l'eau ou de l'eau glycolée. On a la vitre au-dessus, ce qui fait que cette zone est étanche. Et donc, la chaleur reste à l'intérieur. Comme il y a un isolant tout le tour et une vitre ici dessus, on récupère un maximum de calories au travers des tubes dans lesquels vous allez avoir le fluide caloporteur qui va circuler. Donc là, vous avez un petit zoom sur ce qu'on appelle l'absorbeur. Donc, selon les marques, on va avoir des absorbeurs qui sont intégrés, des tuyaux, pardon, qui sont intégrés dans la surface absorbante, d'autres en dessous. Bon, ça, c'est propre à chaque fabricant, mais le résultat est le même. Donc, le verre dessus permet de venir capter et la matière absorbante qui est de peinture noire vient capter au maximum
quand vous avez un tableau de bord dans une voiture qui est noire, et votre tableau de bord, il vient capter de l'énergie, il fait beaucoup plus chaud que si vous avez un tableau de bord qui va être blanc ou gris clair. Il en est de même pour des sols, quand on fait une construction de maison individuelle. Si vous avez des menuiseries qui sont de couleur gris anthracite ou noir, ces menuiseries viennent capter l'énergie de manière beaucoup plus importante que si vous avez des menuiseries de couleur blanche ou de couleur claire. Ben là, c'est le même cas, mais sauf que c'est l'effet recherché, donc on vient mettre une surface qui est la plus sombre possible. Donc on voit que le fonctionnement, on a le rayonnement incident, donc qui est 100% de la production solaire, qui vient ensuite, donc selon la matière absorbante, selon la température du fluide, selon la typologie du verre dessus, selon l'épaisseur de l'isolant, on vient récupérer l'énergie dans ce liquide caloporteur qui va venir transmettre ensuite l'énergie dans le ballon. Donc là, typiquement, quand on a une température à 30 degrés et une température extérieure à 10 degrés, on a ce qu'on appelle un delta T, c'est-à-dire une différence de température de 20 degrés. On est à la configuration optimale et on va récupérer 50% de l'énergie. Si on a une différence de température qui est trop importante, on récupère un peu moins d'énergie. On le voit ici. Vous voyez là, si vous avez une température extérieure à 10 et une température d'eau à 60, mais on récupère uniquement 20 à 30% selon les capteurs et selon les marques. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'utilisation de prédilection du solaire thermique, ça serait pour faire du chauffage basse température, puisqu'on est sur de l'eau qui circule sur un plancher chauffant ou sur un radiateur basse température à environ 30 degrés. Et donc, comme on a très peu d'écart, on va venir récupérer énormément de calories. Quand on vient produire de l'eau chaude sanitaire, que l'on va chercher à 40, 45, 50 ou 55 degrés, mais forcément, on a un rendement de ces capteurs qui va être un peu moins bonne selon les marques et selon les capteurs. Là, vous avez une coupe d'un capteur de marque Ile-France sur lequel on voit plus en détail. C'est une photo. On voit ici donc le vitrage, l'absorbeur, les tubes ici en cuivre, l'isolant qui est périphérique. Donc, en France, on détermine les zones de captage en 4 zones qui sont selon les zones d'ensoleillement que l'on a vu un petit peu tout à l'heure. Donc H1, H2, H3, H4. Bien évidemment, la zone H4 a une production solaire plus importante que la zone H1 et on va compenser ces différenciations d'irradiation par une surface de capteur qui va être différente. Au niveau de l'implantation de ces capteurs, élément primordial, c'est l'orientation, mais aussi l'inclinaison. Selon l'inclinaison de vos capteurs, et donc selon la surface sur laquelle ils vont être posés, que ce soit un toit, un mur ou autre, on va avoir une captation qui va être totalement différente. Si on regarde ici cette rosace, on a ici donc le rayonnement solaire annuel en pourcentage, les inclinaisons 10, 20, 30, 40. Donc on prend un exemple ici, donc à 30 degrés ici, si on prend 30-45 degrés et si on prend un sud-ouest 95%, en fait on se retrouve, vous voyez, ici avec une zone qui est plutôt avec un bon rendement puisqu'on va être sur la couleur 95 et donc on va avoir environ 95% de rayonnement solaire. Donc plus on est sur cette zone sud ici, vous voyez, en fait, on considère que ces zones sud plus ou moins 10 degrés, on voit ici 10-15 degrés, et selon l'orientation en fait de nos capteurs, on va avoir une production. Mais on voit bien ici que si on a un angle, en fait, alors typiquement, par exemple, en Occitanie, on a la pente de nos toits qui fait 33%, donc 17 degrés, mais on voit qu'on n'est pas dans la zone optimale. Et on voit que plus on va aller ici, plus on va être vraiment dans la zone où c'est qu'on va avoir plus de soleil. La grosse différence va être aussi par rapport aux périodes de l'année. Si on est sur des périodes hivernales, on a la course du soleil qui est plus basse. Donc si on a un capteur qui a une inclinaison plus forte, on est sûr d'avoir de l'irradiation même en période hivernale. Si on a un capteur qui a une
faible pente, quand on est en période hivernale, comme le soleil est très proche de la parallèle du sol, ben, ça vient juste lécher le capteur et le rendement est moins bon. Donc on voit ici deux cas d'implantation. Je dirais que le cas ici, ça correspond plus aux régions avec des faibles pentes. Il y a différents endroits en France. Et on va avoir sur des régions de montagne ou autres, des capteurs avec des pentes plus importantes, donc qui vont être tout à fait adaptés pour faire de l'eau chaude sanitaire, mais aussi pour faire du chauffage, puisqu'on a besoin généralement du chauffage plutôt sur des périodes hivernales. On peut mettre les capteurs en toiture, on peut les mettre sur des toitures terrasses avec des châssis de supportage. L'intérêt de les mettre sur des châssis sur des terrasses, c'est qu'on peut, avec l'inclinaison choisie au niveau du supportage, avoir la pente et l'angle choisi qui conviendra le mieux en fonction de l'utilisation que l'on veut en faire, à savoir donc de l'eau chaude sanitaire et ou du chauffage. On peut tout à fait moduler l'inclinaison. Donc les capteurs, on le voit là, ils sont en position horizontale, ils pourraient être en position verticale selon les marques et selon les produits. On pourrait avoir des capteurs qui soient en auvent, donc en auvent de protection, donc en brise-soleil, en marquise, selon les marques. On peut avoir des capteurs qui peuvent être positionnés au sol. Donc là aussi, l'intérêt, c'est de pouvoir totalement choisir l'inclinaison et donc d'adapter l'orientation et l'inclinaison en fonction de ce que l'on veut en faire. On peut les mettre sur un terrain en pente. Enfin, voilà, on peut avoir différentes propositions pardon, qui vont être adaptées à ce que vous voulez en faire. Donc, quand on est dans le cas le plus fréquent qu'elle saisisse le chauffe-eau solaire individuel, voilà comment ça se présente. Donc, on a les capteurs, le ballon et ensuite le circuit de production d'eau chaude sanitaire. Quand on est sur ce qu'on appelle un système solaire combiné, d'accord, SSC, c'est l'abréviation que vous allez rencontrer sur les différentes aides fiscales, on va avoir les capteurs, on va avoir un ballon, mais parfois ce ballon va être un ballon de stockage plus important en fonction de ce que vous allez avoir besoin en termes d'énergie dans votre logement. On peut avoir des ballons qui vont aller de 300 à 1500 ou 2000 litres et on va venir après alimenter donc avec un générateur d'appoint, on va venir alimenter l'eau chaude sanitaire ainsi que le chauffage de votre maison. Dans tous les cas, un chauffage basse température. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, le meilleur rendement, c'est quand on a une différence de température peu importante. Donc, si on a besoin d'avoir de l'eau chaude à haute température, c'est-à-dire sur des radiateurs, les anciens radiateurs à fonte, par exemple, qui étaient à 55-60 degrés, le rendement du solaire serait très très faible et l'investissement ne serait pas amorti. Donc, il y a vraiment besoin d'avoir un chauffage basse température. Alors, on peut parfois récupérer des radiateurs en fonte, passer sur de la basse température à condition que votre logement soit très bien isolé. Ça veut dire que si vous aviez un bâtiment ancien non isolé, si vous apportez des améliorations type isolation de la toiture, isolation des murs, remplacement des menuiseries, isolation du sol, le besoin en énergie va être beaucoup plus faible. Et en passant par un bureau d'études qui peut vous faire donc une simulation et un calcul des déperditions, vous pourriez peut-être garder des radiateurs en fonte avec une eau plutôt basse température, 30 ou 35 degrés, et qui vous produirait suffisamment d'énergie pour chauffer votre logement. Mais il y a lieu de le vérifier au préalable en faisant faire une étude thermique ou un audit énergétique par une entreprise qualifiée. On peut aussi utiliser le solaire thermique pour chauffer ou pour réchauffer la piscine. Parfois, sur ce qu'on appelle les systèmes solaires combinés, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a besoin d'avoir en été ce qu'on appelle de la décharge. Ça veut dire qu'on a un nombre de capteurs important pour la période hivernale. Par contre, ces capteurs, ils sont sur le toit et s'il n'y a pas un système de régulation qui est performant, ils vont quand même produire de l'énergie. Donc parfois, on a des décharges qui se font, des décharges d'énergie qui vont se faire au travers d'une boucle qui va être mise à la terre ou autre, mais on peut tout à fait l'utiliser, par exemple, pour préchauffer l'eau de la piscine à mi-saison,
pour venir amener les quelques degrés complémentaires. Donc, on va généralement faire ça au travers d'un échangeur. Alors, les solutions, si vous avez déjà installé un système solaire combiné, ben, vous pouvez amener l'eau sur un échangeur, type échangeur à plaque, et cela va vous permettre de chauffer votre piscine. Si vous voulez faire un investissement dans le solaire thermique uniquement destiné à améliorer la température de l'eau de votre piscine, on va... oui, je vais vous répondre. Pourquoi effectivement on va aller plutôt vers ce qu'on appelle des capteurs moquettes, qui sont des capteurs avec une conception qui n'est pas une conception de capteurs tel qu'on l'a vu précédemment. Ça veut dire qu'il n'y a pas un cadre, il n'y a pas la vitre. Ce sont des éléments qui sont en général plutôt en polypropylène. En fait, ce sont un ensemble de tuyaux que l'on va disposer ou au sol ou sur le toit, sur le poula ou sous autre, et qui vont effectivement récupérer l'eau au travers de l'eau qui va passer à l'intérieur, vont récupérer la chaleur et ces calories vont venir être injectées dans la piscine. Alors, le rendement de ces capteurs est très faible. C'est des capteurs qui coûtent peu cher aussi. Donc, si vous avez une très grande surface, la possibilité de venir juste installer ça sur un terrain autour ou sur les plages, sur les terrasses autour de la piscine, ça peut se jouer. Bon, ça prend beaucoup de place, c'est pas très esthétique et ça ne fonctionnera que vraiment quand il y a beaucoup de soleil. Pour répondre à une des questions des participants, on pourrait effectivement considérer que dans une piscine qui est peu de déperdition, donc piscine couverte, on pourrait venir chauffer cette piscine quasiment toute l'année, ou voire toute l'année, en dimensionnant le solaire thermique et en faisant peut-être un appoint ou passer par un échangeur à plaques. C'est tout à fait possible. Il y a pas mal maintenant de fabricants de piscines qui proposent du solaire thermique pour venir remplacer la pompe à chaleur qui était généralement mise, qui reste une pompe à chaleur, donc avec un coût d'énergie qui maintenant va devenir assez élevé, et des gaz frigorigènes qui sont quand même pas très écologiques. Donc, bon, vous marquez ici, vous voyez, il permet de diminuer en moyenne ses pertes de 50% par rapport à une piscine non couverte. L'énergie solaire rapporte le complément d'énergie et permet de passer à une énergie conventionnelle. Bon. Donc, on voit ici, dans le toiture, vous voyez, du pool house, tout l'ensemble de capteurs moquettes qui ont été positionnés. Je vous parlais précédemment de la consommation d'eau chaude sanitaire en litres par jour. Bien évidemment, votre capacité à être autosuffisant avec un ballon solaire thermique de généralement 300 litres est totalement liée à la consommation d'eau par litre par jour par personne. On considère qu'une famille moyenne considère environ 30-35 litres d'eau par personne par jour, ça veut dire environ 140 litres d'eau par jour. Une famille qui va consommer plutôt un peu plus fort va être à 50 litres, donc 200 litres, et une famille économe, 20 litres. Alors, famille économe, ça ne veut pas dire forcément une famille qui ne se lave pas. Ça veut dire simplement une famille qui a installé des mousseurs, par exemple, des réducteurs de débit sur la douche, sur les différents robinets. Ça veut dire que vous lavez aussi longtemps qu'avant, sauf que dans l'eau, il y a un petit peu d'air qui est injecté, et on voit que ce n'est pas négligeable en termes de consommation. On a de nombreux retours d'expérience de personnes, alors dans les régions un peu plus fraîches comme l'Ariège, comme l'Isère, comme autres, avec des mousseurs. Les gens consomment effectivement une vingtaine de litres d'eau par jour par personne, ce qui entraîne des consommations à l'année de 70 à 80 euros pour assurer l'eau chaude sanitaire toute l'année avec une résistance électrique. Donc on voit que c'est quand même un impact et que ce n'est pas neutre sur la facture énergétique et aussi sur la consommation d'eau. Il faut aussi prendre en compte que l'eau pour le moment n'est pas très chère selon les endroits, mais l'eau va devenir de plus en plus chère et forcément on va avoir en fait la prise en compte de la consommation d'eau qui sera aussi un élément prépondérant. Donc là, vous voyez que vous avez différentes symbolisations de l'énergie solaire en France. On voit que la production solaire est largement suffisante une grande partie de l'année pour couvrir l'essentiel des besoins pour une famille de 4 personnes. Donc là, il y a 180 litres d'eau, vous voyez, d'eau chaude à 50 degrés. Si on est sur une famille économe, comme on l'a vu précédemment, à 20-25 litres, c'est 100 litres d'eau. Donc, vous voyez, 3200 kWh par an.
Si vous avez 1 ou 2 capteurs selon les régions en France, environ 6 à 8 mois de l'année, vous avez la couverture solaire qui est quasiment totale. On va parler un petit peu argent. L'investissement moyen hors subvention dans le cadre de rénovation énergétique est environ de 900 à 1200 euros TTC par mètre carré de capteur. Ce qui veut dire qu'une installation moyenne va être aux alentours de 4 000 euros, entre 4 et 5 000 euros, avec une TVA 5,5 en rénovation et une TVA à 20 en construction neuve. Dans le cadre de la rénovation énergétique, différentes aides s'appliquent dessus. Bon, d'une part, le crédit d'impôt, donc 30% à hauteur de 1 000 euros par mètre carré de capteur. Ça veut dire que si sur votre installation, vous avez 4 mètres carrés de capteur, 4 fois 1000, 4000, 30%, 1200. Donc vous avez un crédit d'impôt de 1200. Selon les revenus, ça c'est pour tout le monde, et si vos revenus rentrent dans le cadre des revenus dits précaires, vous pouvez même avoir en fait une aide de 1200 euros au mètre carré et fourniture et pose. À cela viennent s'ajouter des certificats d'économie d'énergie, variables environ 200 à 250 euros, une TVA 5,5 dans le cadre donc d'une rénovation énergétique, et selon les régions en France, mais c'est le cas presque partout, vous avez des aides complémentaires qui sont de quelques centaines d'euros, 200, 300 euros, à 1000, 1200, 1500 euros. J'ai des exemples, moi, dans de nombreuses régions de France, où la région ou l'agglo vient abonder à hauteur de 1000 ou 1200 euros dans le cadre de l'installation du solaire thermique. Ça rend l'installation d'un produit, d'un chauffe-eau solaire thermique moins cher qu'un thermodynamique, avec une consommation beaucoup plus faible et une durée de vie beaucoup plus importante. Donc c'est vraiment à vérifier selon le secteur géographique dans lequel vous vous trouvez. D'autre part, comme je vous l'indique, l'émission de CO2 par mètre carré évité, elle est aussi importante à prendre en compte, hein, de 90 à 350 kg par mètre carré par an selon l'énergie substituée. C'est pas neutre quand on sait que le gaz à effet de serre a un effet dévastateur sur l'ensemble de la planète. Est-ce que l'on peut produire de l'eau chaude toute l'année? Question qui revient régulièrement. Oui, mais vous ne serez pas en autonomie complète. Donc, si on est sur de l'eau chaude destinée à de l'eau chaude sanitaire, avec une résistance électrique qui est implantée dans le ballon, vous pouvez avoir une autonomie totale toute l'année. Une grande partie de l'année, c'est le solaire qui va vous produire l'eau chaude sanitaire, et le complément peut être fait par, comme on l'a pu le voir, sur une résistance électrique, sur un appoint bois, granules, gaz, tout ce que l'on peut avoir. Si on est dans le cadre du système solaire combiné, dans tous les cas, dans l'essentiel des installations, notamment en rénovation, où c'est qu'on est sur des logements qui sont quand même après rénovation, encore déperditifs, on aura besoin d'un complément pour venir faire la pointe sur les périodes hivernales et selon les régions en France. Si on est sur des maisons récentes, dites RT 2012 ou passives, on peut arriver à avoir une production qui soit une production quasiment totale en eau chaude sanitaire. On a notamment un architecte avec qui l'on travaille qui fait des maisons passives, qui arrive par l'intermédiaire du solaire thermique à venir réchauffer une batterie qui s'intègre dans une double flux et qui arrive à subvenir quasiment 100% des besoins de chauffage dans la construction. Bien sûr, cette construction, comme elle est passive, elle a des déperditions très très faibles, meilleures que la RT 2012, et donc c'est pour cela qu'on arrive à subvenir avec le solaire à quasiment 100% des besoins. De manière générale, sur un système solaire combiné, vous aurez besoin d'un générateur complémentaire qui peut être le générateur qui est déjà en place. Hein. S'il y a une chaudière bois, fioul par exemple, au pire, gaz ou autre, on peut tout à fait la raccorder sur un système solaire combiné pour venir faire l'appoint dans les périodes de froid plus importants. Alors, quels sont les avantages à utiliser un chauffe-eau solaire? Et je viens d'essayer de vous convaincre que d'une part, il y a un coût à l'utilisation qui est le coût le plus faible sur le marché aujourd'hui. Deuxièmement, il y a zéro pollution. Élément, à mon avis, primordial,
c'est que l'énergie solaire est gratuite pour tout le monde, partout en France et dans le monde, mais en France particulièrement. Vous pouvez bénéficier donc d'apports solaires abondants partout. Donc c'est quelque chose de facile de mise en œuvre. Si vous faites installer donc ces produits par donc le saisie chauffe-eau solaire individuel par un professionnel qui est Calisol et RGE, ben, vous pouvez bénéficier de l'ensemble des aides dont je vous ai parlé au préalable. Sur l'installation dans le neuf, pour le moment, il n'y a pas d'aide. On espère que ça va venir, mais pour le moment, il n'y a pas d'aide. Donc, autre avantage du chauffe-eau solaire, ben, ça permet de couper le générateur de chauffage à l'été. Donc, forcément, moins de consommation et moins d'usure. On est sur un matériel qui est très fiable, 20 ans et au-delà. Et ensuite, la couverture solaire, selon l'emplacement des capteurs, le nombre de capteurs et la situation en France, peut aller jusqu'à 80% d'énergie gratuite pour la production d'eau chaude sanitaire. Voilà, donc j'ai fini ma présentation. J'espère que je n'ai pas été trop technique, mais je suis à l'écoute de vos questions, qui j'espère seront nombreuses, pour essayer d'éclaircir vos interrogations. Il n'y a pas de questions? Quelle surface de panneaux solaires pour le chauffage de la maison? Alors, ça dépend de la superficie de la maison et de la déperdition de votre maison. Généralement, le calcul, on dit environ 1 mètre carré de capteur pour 10 mètres carrés habitables. C'est pas forcément un calcul qui est juste, ça peut être parfois 1 mètre carré 2, 1 mètre carré 3. Il y a vraiment une étude à faire en fonction de la déperdition et bien sûr en fonction de l'implantation géographique de votre logement, de la superficie, de l'implantation, de l'endroit où vous allez implanter les capteurs. Ça veut dire s'ils sont en plein sud avec un angle à 45 degrés ou s'ils sont plutôt sud-est avec un angle à 17 degrés. On n'aura pas forcément la même rentabilité sur l'investissement et sur le retour. Quelle marque fiable de saisie? Je serais tenté de vous dire Héliofrance, bien évidemment, vous l'avez marqué sur la production, qui est un fabricant français de solaire thermique, implanté à côté de Toulouse, qui fait des produits de très bonne qualité et fabriqués en France. Bonsoir. Bonsoir. Question par rapport au dom-tom, par rapport à l'auto-vidangeable. Enfin, oui. Donc, est-ce que ça, au final, l'auto-vidangeable, est-ce que c'est celui qui coûte le plus cher à mettre en œuvre? Est-ce qu'il est adapté au dom-tom? Alors oui, il est adapté au dom-tom, d'accord. D'ailleurs, il y a des produits de Héliofrance, par exemple, dont je vous ai parlé, qui sont installés dans les dom-tom. Mais oui, c'est adapté au dom-tom. Et alors aujourd'hui, sur les dom-tom, donc celui qui est implanté en grande quantité, c'est le thermosiphon. Mais ce thermosiphon, bon, il y a d'une part, esthétiquement, c'est pas forcément, les gens ne veulent plus avoir un élément dessus. D'autre part, on est sur un investissement qui va être un peu supérieur à l'investissement d'un thermosiphon, mais avec un rendement qui va être nettement meilleur, une surface de stockage qui va être aussi beaucoup plus importante et avec un avantage esthétique d'avoir le ballon plutôt à l'intérieur et aussi une durabilité dans l'installation puisque le ballon n'est pas en fait en partie sur le toit, il va être à l'intérieur et donc il va être protégé. Donc bien évidemment, on peut installer de l'auto-vidangeable dans les dom-toms. Et du coup, en termes d'encombrement, on est En sur termes quoi? d'encombrement, au sol, un ballon classique va faire environ comme un cumulus, ça veut dire 60 cm par 60 cm. Alors, je regarde tous les messages. Sur un toit orienté version Est. Bon, attendez, alors je vais essayer de répondre à l'ensemble des questions. Donc, concernant, on va poser une question concernant les capteurs sous vide.
Alors, les capteurs sous vide sont des capteurs qui sont plutôt faits pour avoir de la haute température, voire très haute température. Et contrairement à ce que l'on peut penser, un capteur sous vide n'a pas forcément un rendement meilleur de ce qu'on appelle un capteur plan, qui sont les capteurs dont je vais vous présenter. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ombre des tubes les uns sur les autres qui font que le rendement n'est pas forcément meilleur, voire moins bon, clairement. D'autre part, les capteurs à tubes sont beaucoup plus fragiles que les capteurs plans. Ensuite, en termes de questions, je vais essayer de répondre à l'ensemble des questions, une par une, comme ça, je balayerai l'ensemble des questions. Et il y en a de nombreuses. Alors, pourquoi ne pas chauffer une piscine couverte? J'y ai répondu. Quelle surface de panneaux solaires pour le chauffage de la maison? J'y ai répondu aussi. Même investissement pour un saisie à circulation forcée qu'un système auto-vidangeable? Alors, non, un système auto-vidangeable va être légèrement plus cher qu'un saisie à circulation forcée. Pourquoi? Parce que le système en lui-même, alors selon les marques bien évidemment, mais le système en lui-même est un petit peu différent. Mais sur un système donc à circulation forcée, comme je vous l'ai indiqué, on a un entretien qui va être fait tous les 2 ans. Donc si on prend une durée de vie de 20 ans minimum, si on fait un entretien tous les 2 ans qui va vous coûter entre 150 et 200 euros, donc 10 fois, ça fait déjà 2000, plus le remplacement du vase d'expansion et le remplacement du glycol qui va vous coûter 400 à 500 euros de plus, on est à 2500 euros. Sur un système autovidangeable à l'eau, tel que peut vous le présenter Île-de-France par exemple, il n'y a pas d'entretien. Donc l'autovidangeable va être 400 à 500 euros plus cher, mais vous allez économiser 2500 euros et surtout pas d'entretien pendant la durée. Donc, vous pouvez tout à fait, l'autovidangeable reste un produit d'actualité. Quelle marque fiable de saisie? Bon, alors vous avez toutes les grandes marques de chaudieristes ou de chauffage qui font du saisie, hein, de Dietrich, Thermor Atlantique, Wiesmann, Vaillant. Vous avez, voilà. Alors, beaucoup de fabricants de solaire thermique sont des fabricants allemands, puisque en Allemagne et tous les pays, Autriche, Allemagne, Suisse, c'est des pays où le solaire thermique est fortement implanté. Donc, il y a beaucoup de fabricants allemands qui vendent en France. Des marques franco-françaises qui font que du solaire thermique, il n'y a que Héliofrance. Atlantique fabrique une partie en France, uniquement les cuves, parce que c'est des cuves de Cumulus, mais le reste ne vient pas de France. Donc voilà. Alors, même système, même investissement, j'ai déjà répondu. Encombrement d'une installation pour une installation habitation individuelle. Au sol, le ballon va avoir l'emprise d'un cumulus, donc environ 60 par 60 cm. Concernant les capteurs, s'ils sont mis sur la toiture, entre 2 et 5 mètres carrés, selon les endroits en France et selon ce que vous voulez en faire. Les capteurs sous vide, j'ai répondu. Sur un toit orienté un versant est et l'autre ouest, où prévoir les capteurs? Mais ça dépend si le toit, quelle est déjà l'inclinaison du toit. Ce que vous voulez en faire, si c'est uniquement pour un saisie ou pour un système solaire combiné, donc eau chaude sanitaire et chauffage. Et si c'est juste quelques degrés vers l'est ou vers l'ouest, ça peut être implanté des deux côtés. En fait, on a des logiciels qui permettent, selon les coordonnées en fait, GPS du logement, de faire une simulation et qui vous permettent de dire il vaut mieux implanter côté est ou côté ouest. J'aborde à ce sujet un point important, ce qu'on appelle les masques. C'est aussi dans le cas du photovoltaïque. Si vous avez des arbres à proximité de votre maison ou un bâtiment beaucoup plus haut, par exemple, il faut le prendre en compte puisque, bien évidemment, ces masques vont venir gêner l'irradiation de vos capteurs et vont diminuer le rendement de ces capteurs. Pour une chauffe-eau de piscine de 15 par 7, quelle taille de moquette solaire par sol? Ben là, il faut faire un calcul. Plus vous allez en mettre pour 15 par 7, si vous voulez, quoi qu'il en soit, votre moquette solaire viendra juste vous apporter du complément. Elle ne vous chauffera pas l'eau, quoi qu'il en soit, sauf à mettre des centaines de mètres carrés. Et donc là, sur une piscine aussi importante, il y a peut-être lieu de calculer, de passer sur des capteurs solaires différents pour avoir un meilleur rendement plutôt que de passer sur une taille de moquette parce que vous aurez une surface de moquette qui va être très très importante. Les circulateurs et les régulations sondes sont-elles aussi ont-elles une très bonne durée de vie?
Pour l'ensemble, oui, quand on est sur des systèmes avec des marques type Grundfos par exemple ou autre pour tout ce qui est circulateur, et pour les régulations et sondes, généralement ce sont des points qui durent assez longtemps. Simplement, que ce soit un circulateur, une régulation ou des sondes, or les sondes ça vaut quelques euros et c'est assez facile à remplacer. La régulation, alors ça peut dépendre des marques de régulation, effectivement, ça peut être un peu plus onéreux, mais la régulation, elle est à l'abri. Donc, généralement, une régulation, elle va avoir une durée de vie aussi importante que le ballon. Les circulateurs, ça dépend un petit peu du dimensionnement du circulateur. Et en fait, ça dépend de la distance entre les capteurs et le ballon. Et si le circulateur tourne toujours à fond, ou s'il tourne à une vitesse modérée parce que la distance a été calculée. Tout ça, ça s'anticipe et ça se prévoit, ça se calcule avant. 30 pour 3% de pente. Voilà, j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, que ce soit avec le micro ou par chat. Oui, j'ai une autre question. Oui. Alors, si imaginons qu'on a un saisie existant, est-ce qu'on peut le transformer dans un autre saisie? Par exemple, si j'ai un thermosiphon monobloc, est-ce que je peux l'adapter, enfin garder une partie du système et le transformer en autovidangeable? Non, compliqué parce qu'en fait, sur le thermosiphon, comme on a pu le voir, en fait, avec le ballon, vous avez la partie qui va sortir à l'intérieur du ballon à l'intérieur. Donc, selon les thermosiphons, parce que selon les marques, ils ne sont pas constitués de la même manière. Mais comme ça paraît compliqué puisque quand on est sur l'autovidangeable, ça veut dire qu'il faut que l'eau s'évacue gravitairement vers le bas. On a vu que sur un thermosiphon, l'eau chaude montait dans le ballon dans la partie haute des capteurs. Donc c'est à sens contraire. D'accord. Mais alors si dans le cas où Le capteur coûte, alors en soi, si vous voulez, bon, c'est toujours de l'argent, bien évidemment, mais le capteur n'est pas la partie la plus chère sur une installation solaire thermique. D'accord. Ok. Intervient, alors on me donne comme question, alors attendez, je vais répondre. Est-ce qu'Héliofrance intervient-elle sur toute la France? Oui, Héliofrance en fait est un industriel, donc Héliofrance vend des produits partout en France. Il y a un réseau d'installateurs qui est partout en France, même dans les dom-toms et même dans les pays limitrophes en Europe. Pourquoi pas de capteur avec tôle couleur rouge brique plutôt que noir? Alors, on a la possibilité d'avoir des capteurs sur lesquels vient se rajouter un genre de grille qui vient effectivement mettre. Mais pourquoi plutôt noir que rouge? Parce que comme je vous l'ai indiqué précédemment, plus le capteur a une couleur foncée, plus le rendement, meilleur est le rendement. Et donc, on est sur des capteurs qui sont généralement ou noirs ou couleur alu, mais plutôt noir parce que ça s'intègre bien, notamment sur les secteurs où c'est qu'il y a des tuiles avec des ardoises ou autres, ça s'intègre bien. Mais on a la possibilité d'avoir des marques-fonds, des produits d'intégration pour avoir, notamment parfois par rapport à des restrictions sur les ABF, on a la possibilité d'avoir des capteurs avec. Alors, de manière générale, tout est possible, hein, puisque le cadre des capteurs, ce sont des cadres qui sont laqués. Donc, ce laquage peut être fait sur des séries importantes de n'importe quelle couleur. Moi, j'ai vu des chantiers avec des capteurs qui étaient positionnés sur des murs, et le mur avait une fresque en vert, et le cadre des capteurs était en vert. Voilà. Ça peut se faire, hein. Il n'y a pas de contraintes, si ce n'est des contraintes, comme je vous l'expliquais, de nombre de séries à faire ou de coûts. Alors, quel budget prévoir pour une production de 16 par solaire thermique sur une maison de 150 m², par exemple, famille de 4 personnes? Je l'ai abordé un petit peu avant. Selon que ce soit neuf ou en rénovation, puisque la TVA n'est pas la même, hein, 5 ou 20, mais si on prend sur un budget neuf, ça veut dire, et selon l'endroit en France, si on met un capteur ou deux capteurs, mais le prix va varier entre 4 500 et 5 500 euros sur un produit neuf, environ. Posé fourni, bien évidemment. Bonsoir. Bonsoir. Deux questions plutôt. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'aide pour le neuf, c'est ça? Oui, en métropole, il n'y a pas d'aide pour le neuf. Pour l'instant. Et pour le cas de surélévation et extension, vous ne savez pas si. Alors, si vous voulez, le cas d'une. Alors,
Surélévation et extension, ça dépend où c'est que vous positionnez. Alors, surélévation, si vous positionnez en fait vos capteurs dessus et que vous venez raccorder la partie existante, c'est considéré comme une partie rénovation, puisque vous allez alimenter aussi la salle de bain existante, donc on est dans le cadre des travaux. Votre surélévation, elle, sera, vous réglerez la surélévation à 20%, mais si vous alimentez, alors si vous n'avez pas de salle d'eau, bien sûr, et que vous créez une salle d'eau à l'étage dans la surélévation, qu'il n'y a pas de salle d'eau existante, mais vous ne pourrez pas le passer en TVA 5.5. Mais si vous alimentez des TVA, en fait des salles d'eau déjà existantes, vous pourrez le considérer comme une partie rénovation. Et pour une extension, pareil, si vous faites une extension mais que vous alimentez aussi une salle de bain et des salles de bain existantes, en gros, si ça vient remplacer le système de production d'eau chaude sanitaire qui était déjà existant, comme ça vient le remplacer, on est vraiment dans la définition de la rénovation. Très bien, merci. D'autres questions? Oui, Gérard, vous pouvez activer de votre côté les micros si vous voulez prendre la parole. N'hésitez pas à poser vos questions en activant le petit micro en haut. Oui, une question. Le réseau, il doit être en cuivre obligatoirement ou il y a d'autres matériaux à utiliser? Non, non, il pourrait être en inox, avec des tubes annelés ou même un multicouche spécial solaire. D'accord. Merci. Bon, ben, je crois que Gérard, tu as fait le tour de la question. En tout cas, si vous avez d'autres questions ou des questions qui arrivent un petit peu après, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail et puis on vous le transmettra, enfin on te le transmettra, Gérard, Oui. pour essayer d'y répondre au mieux. Peut-être une dernière question, est-ce que tu as répondu à celle-ci là? Et si le gisement solaire se trouve à environ 30 mètres, une installation peut-elle fonctionner? C'est-à-dire qu'il y a un masque en fait. Alors, je n'ai pas compris la question en termes de gisement solaire. Est-ce que vous pouvez préciser? Ou N'hésitez prendre la pas à mettre parole le micro. également? Oui. Ah, s'il y a des arbres autour de la maison, d'accord. Mais en fait, si on a les arbres qui sont à 30 degrés, ça veut dire qu'il y a un masque. Donc là, il faut que vous fassiez appel à ou un bureau d'études ou un installateur qui va vous calculer le masque. Et ça veut dire qu'il va vous calculer effectivement les zones d'ombre que vous allez avoir sur vos capteurs. Donc, pourquoi? Parce que si vous avez une production solaire qui est très, très faible, ben, l'investissement n'est pas intéressant, quoi qu'il en soit. Donc, mais 30 mètres, alors selon la grandeur des arbres, bien évidemment, et selon le positionnement de vos capteurs, si c'est au rez-de-chaussée, étage, et si les arbres font 5 mètres ou 25 mètres de haut, mais et selon l'exposition, puisque la course du soleil va être différente, mais à 30 mètres, ça me paraît comme ça jouable, mais encore une fois, ça mérite d'être calculé avec plus de précision. Ok, bah écoutez, je pense qu'on peut. Ah, peut-être encore une autre question, j'ai vu. Oui. Les panneaux sont-ils autorisés par les ABF? Et puis, quels avantages entre les fluides éthylène glycol et monopropylène glycol? Alors, les capteurs sont-ils autorisés par les ABF? Ben, parfois, pas tout le temps, il faut les proposer. Parfois, s'ils sont intégrés en toiture et non pas sur imposition, ils sont acceptés. Il faut vraiment soumettre ça. Il y a des cas où c'est qu'on met du panneau solaire thermique dans des zones ABF, parfois non. Je crois que vous devez le rencontrer dans vos activités au quotidien. C'est à soumettre aux architectes des bâtiments de France et selon s'ils ont effectivement, s'ils considèrent que ça peut s'intégrer dans l'environnement, ils vont vous autoriser ou non à le faire. Il n'y a pas de règle en la matière. Et concernant en fait, le glycol, ben, selon le glycol, il y en a un qui va être un petit peu plus polluant que l'autre. Voilà.
La distance maximum entre les panneaux extérieurs et le ballon. Il n'y a pas vraiment de distance maximale puisque ça, on va, de manière générale, sur un circulateur classique, on va être à une quinzaine de mètres. Mais si on est à 20 ou 25 mètres, on met un circulateur plus puissant ou deux circulateurs. Donc, il n'y a pas vraiment de limite. Ça se calcule sur des installations collectives. Parfois, il y a 40 ou 50 mètres entre les capteurs et les stockages. Ok, enfin, je vois une autre question. Pouvez-vous redire le complément pour obtenir une autonomie dans le cas de la maison passive? Oui, en fait, c'est donc le solaire thermique est utilisé pour venir au travers d'une batterie RO. En fait, on utilise avec un échangeur complémentaire qui est dans le ballon, on vient apporter des calories dans une batterie qui est positionnée sur le réseau de la double flux et qui vient donc amener des calories et amener quelques degrés complémentaires à l'air qui passe dans la double flux. Ok. Et enfin, Pascal Mathieu qui te demande, pour une production d'eau chaude plus chauffage, doit-on prévoir une double installation? Alors, double installation, c'est-à-dire, on va avoir, non, en fait, on va avoir un ballon qui va être dimensionné et qui va faire en même temps, alors, ça peut être selon les cas, ou on peut avoir un seul ballon qui fasse stockage d'eau chaude sanitaire et qui va aussi servir de ballon tampon pour alimenter partiellement le chauffage. Selon, après l'installation, si l'installation est plus compliquée, plus grande, ou le type d'émetteur, on peut avoir en fait deux ballons, qui est un ballon ECS, donc eau chaude sanitaire, plus à côté un ballon tampon qui va stocker de l'énergie. Donc, dernière question, l'obligation du solaire thermique au 1er janvier 2021 concerne quel type de construction? Mais alors, je vous dirais, avec un parti pris évident que j'espère pour tout le monde, mais à ce jour, il n'y a rien qui est statué. Les informations que nous avons de la DHUP disent que pour le moment, ils envisagent d'obliger entre 25 et 35% de chaleur renouvelable et non pas d'énergie renouvelable. Mais très sincèrement, il n'y a il y a rien qui est acté à ce jour. Ça peut aussi bien passer à 10, à 15%, à 20%. Et a priori, le solaire thermique devrait être aussi implanté sur le collectif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a pas d'obligation d'énergie renouvelable sur le collectif, sauf dans des cas de labellisation. Mais jusqu'au 1er janvier 2021, si c'est acté au 1er janvier 2021, je n'ai pas d'informations. Pour le moment, il n'y a rien qui est statué et je pense qu'on le saura que très tardivement. Et quand on voit les querelles qu'il y a entre EDF et GDF pour que l'énergie de chacun soit mise en avant, très sincèrement, je ne sais pas du tout à quelle sauce sera mangé le solaire thermique. Voilà, pour la rénovation et le neuf, bien entendu. Alors non, je parle pour le neuf. La Pour le réglementation neuf, RE 2020 ne concernera que le neuf, que le puisque la neuf. réglementation sur l'existant sera peut-être modifiée dans la foulée, mais pour le moment, ça ne concerne que les bâtiments en construction neuve. Ok. Donc, on a une question de Max. Peut-on parler de rénovation pour une maison de plus de 2 ans, pour les subventions, la TVA, etc.? À mon grand désespoir, mais oui. La plupart des aides sont qu'on considère que la maison, à partir du moment où elle a plus de 2 ans, elle peut être en rénovation énergétique. Alors, ça veut dire qu'une maison qui a été construite en RT 2012, alors certaines aides locales sont, quand la maison est RT 2012, ne sont pas accessibles. Mais pour l'ensemble, réglementairement, si vous prenez les définitions, oui, si le logement a plus de 2 ans, il est considéré comme existant. Et donc, vous bénéficiez de l'ensemble ou de la totalité des aides. C'est-à-dire qu'une maison qui a été faite en 2016, donc 3 ans après la RT 2012, on peut considérer qu'elle peut faire l'objet d'une rénovation énergétique, ce qui me paraît quand même pas tout à fait normal. Ok, bon, ben, voilà. Si vous avez plus d'autres questions, on va clôturer cette webconférence. Est-ce que, voilà, Gérard, tu as un mot que tu veux dire peut-être pour clôturer? Oui, mais j'espère vous avoir convaincu que le solaire thermique, de manière générale, est une énergie renouvelable accessible à tous pour très longtemps, n'importe où en France, et en France métropole et dans les dom-toms, et que c'est une énergie qui est gratuite, le soleil. C'est dommage de ne pas en profiter, et le fait qu'il n'y ait pas non plus
de production de CO2 est un élément à prendre en compte quand on voit l'impact des gaz à effet de serre sur notre planète et sur les désillusions vers lesquelles on va aller si on ne fait pas quelque chose. Bon, ben, ce sera le mot de la fin. Merci. Merci à tous pour votre participation. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Avec plaisir.